Bienvenue sur la FM 100.9, le retour de mes meilleures années avec Gilles Charles. Gilles, bonjour, on va parler musique aujourd'hui. Bonjour Philippe, bonjour à tous, bienvenue dans mes meilleures années. Et effectivement, cette semaine, on est dans le monde de la musique. Alors j'avais presque envie de vous dire la musique stéphanoise, mais non, pas du tout, c'est la musique du monde, j'ai presque envie de vous dire. On a la chance de recevoir un stéphanois, il va nous parler de musique, il nous parlera sans doute de Saint-Étienne également. Chris Evans, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs de Alors moi j'ai FM. une première question, parce que j'ai pas vraiment l'accent anglais. Comment on prononce Chris Evans ? Alors Chris Evans en français, Chris Evans si vous voulez faire du genre, voilà. Vous êtes, je l'ai dit dans l'intro, vous êtes stéphanois ? Oui, je suis stéphanois. Oui, Et oui, comment oui. on devient, d'un stéphanois, on devient Chris Evans ? C'est au fil du temps, c'est la passion de la musique ? C'est la passion. Cette année, je fête 40 ans de chansons. Je dis 40 ans de chansons, pas de carrière, parce que justement, pour moi, c'est avant tout une passion qui m'a pris adolescent à écouter du rock'n'roll, Elvis Presley. Quand vous parlez pionniers du d'adolescence, rock. on parle de quelles années ? On va être allé intime, on est avec nos auditeurs. Ah bon, on est dans C'est- les années 70. Les années 70. À l'époque, comment la musique, elle arrivait, j'ai envie de vous dire là aussi, jusqu'à vos oreilles ? Parce que moi, j'ai connu les années 80, on a eu les premières radios FM dans Saint-Étienne, on a découvert des chansons, des nouveaux styles de musique. Dans les années 70, comment on était approvisionné en musique ? On écoutait les grandes ondes, on avait des disques qui passaient sous le manteau. Comment ça se passait à l'époque ? Bien sûr, la découverte. Moi, je me souviens toujours, ça m'est resté. La première fois que j'ai entendu Elvis Presley à la radio, Tutti Frutti, bon, bah ça, j'ai dit, c'est quoi ça, cet ovni? C'était pas une chanson Et- qui était par rapport à un film ? Non. Parce que enfin, ça a été souvent, repris souvent, sûrement, on oui, a oui. peut-être vu arriver des chansons, des standards maintenant ouais. américains par l'intermédiaire de films aussi, non ? Non, là, c'était vraiment à la radio. De toute façon, la génération des années 60 aussi a découvert toute la musique des jeunes à travers l'émission Salut les copains Sur Europe 1. Europe 1. Il y avait RTL qui avait aussi une émission. Donc, en fait, on découvrait la musique avec la radio, et après, bien sûr, on se précipitait chez le disquaire, acheter le disque vinyle, le 45 tours vinyle, Et est-ce qu'on que, mettait sur le... est-ce qu'à sur- l'époque, il y sur avait le- aussi... aujourd'hui, on est dans le tout de suite. Hein. Est-ce qu'à l'époque, il y avait un délai entre le moment où on écoutait la chanson à la radio et puis elle arrivait dans le magasin Saint-Étienne ? Où souvent le délai, c'était d'avoir l'argent de poche pour pouvoir acheter des disques. C'était le aussi. délai. Ouais, oui, C'était oui, la bien monnaie. sûr. Et voilà, oui, oui. Et c'est amusant qu'on parle de Salut les copains, parce que si je dis pas de bêtises, on a reçu en début de saison Monty, qui nous a dit qu'il avait présenté quelques émissions de Salut les copains. C'est vrai, Monty a présenté des émissions de Salut les copains. Et comme quoi, ouais. même en étant une petite radio locale, on a du beau monde qui passe à nos micros. Vous êtes une grande radio, vous êtes la radio de la Loire quand même. Hein. En pleine expansion. Alors, on est parti dans la musique. Moi, j'ai envie de savoir un peu, Chris Evans, qui est le personnage, comment vous avez évolué, comment vous avez grandi à Saint-Étienne, quel est un peu votre parcours ? Eh bien donc, comme je disais, j'écoutais la musique, et puis j'ai toujours aimé chanter. Hein. C'est quelque chose familial ou alors oui, c'est tout... oui, maman, tout gamin, pareil, elle achetait des disques, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Brel. On écoutait ça en famille. Ma mère, toujours à première occasion, elle poussait la note. À les fêtes de famille, elle on poussait- chantait tous ensemble. Ah oui, Les banquets, on poussait les tables et on chantait. voilà, on poussait les si bémol, voilà. Voilà, moi j'ai toujours eu cette envie de chanter, mais pour moi c'était vraiment un rêve. Et puis arrivé à 18 ans, j'avais vraiment beaucoup écouté. Voilà, c'est le truc classique de tous les gens qui débutent. Quand C'est-à-dire, on passe une petite annonce Ouais. pour recruter des musiciens et monter un groupe. Et quand on parle chanson, il y a forcément la voix, mais il y a aussi la musique. Vous étiez musicien aussi, vous avez appris la musique ? Alors, je suis un petit peu guitariste, je dis bien, mais pour moi, ça a toujours été, La voix. l'instrument était le prétexte à m'accompagner. Mais voilà, j'ai surtout travaillé la voix. Alors, on a la chance aujourd'hui avec Internet d'avoir des pages Wikipédia. J'ai donc été voir Chris Evans un peu ce qu'il avait fait et j'ai noté qu'en 77, donc ça remonte à quelques années maintenant, vous avez formé votre premier groupe de rock, c'était Rocky. C'est bien ça ? Et ben voilà, comme je disais, une petite annonce. Ouais. Dans le 42 à l'époque, non ?
Oui, sûrement, ou quelque chose comme ça. Et voilà, on a débuté à Saint-Chamond, on a fait les premières répétitions dans un théâtre qui n'existe plus actuellement, il était à Isieux, là, Ouais. un vieux théâtre. Et on a commencé à répéter donc en 77, fin 77. Et c'est pour ça que je fête 40 ans de scène. Et c'était quelque chose qui était un petit plus, j'allais dire, dans la passion, ou alors c'est devenu un travail ou un complément dans votre travail? Ah bah tout de suite, moi j'ai tout de suite dit bon, je le fais pas en plus, je fonce, Que ça. je fonce là-dedans. Oui, Parce oui. que si je dis pas de bêtises, hein, j'ai connu une époque qui remonte à quelques décennies où j'étais à Memory FM. Et à l'époque, vous aviez ouvert un magasin de disques. Ah oui, mais ça c'est plus tard. C'est ça. plus tard, hein. Oui, c'est plus tard parce que ça Mais c'est ma deuxième passion. c'est le puzzle qu'on reconstruit. C'est ma deuxième passion, c'est-à-dire la collection de disques. Non, mais en 77, 78, tout de suite. Donc là, voilà. on monte un groupe et- et c'est pour jouer et pour tourner. Ah oui, bien sûr. Ah oui. tout Et là de aussi, suite, on passe une ouais. petite annonce pour avoir donc la formation. Mais après, comment on fait pour trouver des dates? On a un réseau ou c'est l'aventure? Ah bah c'est l'aventure. Hein, moi, C'est le rock and toujours, roll. Oui. Ben, moi j'aime bien aussi toutes les facettes du métier, c'est-à-dire que bon c'est vrai qu'il y a des artistes qui sont là, ils jouent les divas, attachés de presse, impresario, manager. Moi j'aime bien faire Tout gérer. toutes les facettes gérer. Ça vient peut-être Art- aussi de mon caractère. Artisan de la musique. Voilà. Moi, j'aime bien aussi superviser un peu tout. Et puis, évidemment, je travaille avec des agents artistiques. Je ne suis pas contre, hein, loin de là. Mais c'est vrai que je ne perds jamais vraiment de vue toutes les facettes du métier pour être sûr de rien rater, quoi. Hein, voilà. Et pour revenir à la source, alors, le premier émoi, j'allais dire, c'est Johnny, moi, c'est Elvis Presley. Gene Vincent aussi, oui. Enfin, il y a oui. Moi, parallèlement, oui, c'était aussi bien Johnny Hallyday qu'Elvis Presley. Bon, Johnny Hallyday, c'est un peu l'Elvis Presley français, puis tous les chanteurs de rock, Eddie Cochrane, Gene Vincent. En France, Eddie Mitchell, Dick Rivers. J'ai noté aussi qu'en 77, il y avait Chicago Blues. Chicago Blues, oui, parce j'aime beaucoup aussi le blues. Hein. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais à Memphis et j'ai eu l'occasion d'écouter vraiment, c'est leur musique, quoi, le blues. Mais à l'époque du groupe Rocky, mon premier groupe, il y avait un guitariste qui adorait ça et qui jouait très très bien de l'harmonica. Donc voilà, on se privait pas de jouer quelques morceaux de Muddy Waters ou de Johnny Hooker, que j'ai eu la chance de me produire avec Johnny Hooker à la Maison de la Culture de Saint-Étienne. Est-ce que c'est des Quelques chansons années plus dont tard. on peut dire aujourd'hui que c'est des chansons intemporelles? Ah, moi je pense. Elles oui. n'ont plus d'époque, ces chansons, elles sont dans le répertoire même mondial. Je pense, oui, d'ailleurs, et on le constate tous les jours dans la publicité ou dans les films. C'est très très souvent, vous avez un film, bon, je peux citer Pretty Woman par exemple, bon, qui date un petit peu des années 90, mais avec une chanson de Roy Orbison des années 60. Il y a eu Unchained Melody, que chaque fois, bon, quand je chante tout le temps, mais quand je dis Unchained Melody, je dis tout de suite Ghost, et là tout le monde comprend de quoi il s'agit. Donc, et puis dans la publicité aussi, il y a énormément de De toute chansons façon, des il faut années pas 60, 70. jeter son regard ailleurs. On est influencé par la culture américaine de toute façon. Entre le cinéma, entre la musique, peut-être même la mode, les Américains, ils ont cette puissance. Donc on est un peu bercé à l'anglais et à ce son. Alors maintenant on a d'autres cultures D'autres qui influences. viennent, hein, d'autres influences aussi, mais il est vrai que moi je pensais plutôt par rapport à l'époque, les années 50 et 60, c'était une mode, c'était nouveau, il y a eu beaucoup de renouveau à cette période, et sans être trop exagéré. C'est-à-dire que vous regardez dans la mode, hein, puisqu'on parle de la mode, mais c'est pareil pour la musique, vous habillez style années 60, vous serez moins ridicule que si vous vous habillez années 70, par exemple, avec des pattes d'éléphant comme ça, les cheveux frisés jusqu'aux épaules et l'école. Moi, toutes ces époques, j'ai repéré qu'une époque finalement, c'est l'époque des mini-jupes. Ah bah ça, et voilà, mais ça, oui, bah ça c'est apparu donc au milieu des années 60. Moi j'étais trop jeune pour m'y intéresser, mais par contre comme ça. Non mais moi c'est juste un repère mémorique. Oui, j'ai suivi ça de près dans les années 70. Oui. Allez, on reprend le sérieux. Autre question, pourquoi le groupe, vous l'avez nommé Rocky, c'est par rapport au film?
Ah oui, c'est ce qu'on me disait à l'époque déjà. Ouais. Et, Moi, je et pense je que connaissais la- même pas le film à l'époque. Ouais. On me disait par rapport au Adrien, c'est quoi le film Adrien. que j'ai vu après, que c'est un film que j'aime beaucoup d'ailleurs. Non, c'était plutôt rock, Rocky, il y avait un jeu de mots. Ouais, ouais. Et à l'époque, c'était de la création ou de la reprise? Au départ, c'était de la reprise, Ouais. c'est-à-dire que des reprises en anglais Ouais. pratiquement. Et à l'époque, vous parliez anglais? J'avais un anglais Ou- scolaire. ou c'était du yaourt? Non, c'était un anglais scolaire Ouais. de bac plus 2, donc ça va quoi. Et puis à force d'écouter, j'écoutais tellement de disques anglais et américains que voilà quoi. Et j'ai chanté donc en anglais jusqu'à que j'aille faire le fameux tremplin du Golfe Drouot à l'époque. Donc à Paris, tremplin qu'on a remporté avec Rocky. Et donc Henri Leproux, qui était le fondateur puis l'âme du Golfe Drouot, m'a dit bon, c'est bien ce que tu fais, Chris, mais il faudrait composer, quoi. Ça serait bien que tu composes. Et là, je me suis mis à composer. Donc au départ, c'était toujours en anglais. C'est un autre métier, j'ai envie de vous dire là aussi. Entre chanter et écrire, c'est deux choses complètement différentes, non? Oui. Moi, j'aime Comment on bien, fait? On se met devant une page blanche ou alors comment ça se passe? Alors là, moi, ça j'ai plusieurs façons de travailler. Ça dépend si je suis parole et musique. Je débuterai plutôt par la musique. Mais j'aime bien aussi quand on me fournit des textes, comme sur mon dernier album, la 40e anniversaire, où j'ai des paroliers qui m'ont fourni des textes, et être inspiré pour la musique, être inspiré par les paroles, par le texte, j'apprécie aussi, j'aime bien. Et le fait d'écrire en anglais, ça change quelque chose dans le raisonnement? Oui, maintenant j'écris pratiquement qu'en français. Oui. Ah ouais? Oui. Mais non, c'est en Dans le français. sens où on peut mettre plus de choses dedans, parce que en anglais, c'est-à-dire que je compose plutôt en m'attachant à la phonétique. Ouais. Et, Le son, quoi. C'est voilà, le son qui. le son, et voilà, puis la portée philosophique est relativement réduite, alors qu'en français, j'aime bien mettre de l'humour, ou entamer aborder des Des sujets de société. des sujets, des fois de société. Oui, Est-ce qu'on parle aussi un peu de son actualité et de sa ville quand on écrit? J'ai jamais écrit de chanson sur Saint-Étienne, mais Peut-être pas Saint-Étienne, mais peut-être l'esprit, peut-être des détails qui font que ça on a envie de développer un peu plus, non? de toute façon, dans une chanson, il y a toujours, enfin, moi, en ce qui me concerne, il y a toujours une part de réel et puis une part D'imagination. d'imagination. Où Voilà. tout est beau, tout est rose. Pas obligatoirement, mais Ouais. disons, où on transgresse un petit peu la réalité. Hein. De toute façon, c'est comme quand je pense que les écrivains, c'est pareil, quand ils écrivent un roman. Voilà. Alors, la chanson, c'est à la fois. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est pas évident. Je me force pas. Hein. Je suis pas comme certains à dire je me lève à 6h du matin, je me mets devant la page blanche. J'attends vraiment l'inspiration. Ouais, ça peut être un paysage, ça peut être un mot, ça peut être plein de choses. Alors je pense. voilà. Alors je peux rester plusieurs mois sans rien écrire, et puis après peut-être écrire 3 chansons dans une semaine. Là, voilà. vous êtes venu à Loire FM. Je pense que quand vous allez rentrer dans votre voiture, vous allez vous dire tiens, je vais écrire une chanson sur les best. Sur les The best men. Alors, j'ai une chanson d'ailleurs que j'aime beaucoup d'ailleurs, que vous diffusez d'ailleurs sur l'antenne, qui s'appelle Enfin je passe à la radio. Ouais. J'ai pas écrit le texte, hein, c'est mon ami Lucky Blondeau qui a écrit le texte et que j'ai mis en musique. Et qui me dit, enfin Chris, ça fait 40 ans que tu chantes, il serait temps que tu fasses un tube. Alors je t'ai écrit un tube. Le fameux tube en boîte. Ça s'appelle Enfin je passe à la radio. Et bon, c'est très humoristique puisque c'est en tant que Monsieur Météo. Ouais. À l'avant de démarrer cette émission, on parlait un peu de Dick Rivers et d'autres artistes. Qu'est-ce que vous pensez de cette époque où toutes ces chansons américaines, ces standards, on les a adaptées en français? Est-ce qu'il y avait une perte ou ça donnait une originalité à la chanson? Moi, je continue à adapter justement Ouais. des chansons américaines que j'aime beaucoup et qui n'ont pas été adaptées à l'époque. J'en écris de temps en temps, j'en adapte de temps en temps. Et alors, qu'est-ce que j'en pense? À l'époque, il y en avait des réussis qui ont eu du succès, et les moins réussis n'ont pas eu de succès. C'est évident. Hein. Ça tient à quoi finalement un succès? À un son? À une époque?
Non, puis il y a, bon, par exemple, là, ce qui est dit dans la chanson, quoi, Ouais. ce qui correspond À l'air du temps. Voilà, ce que les gens ressentent, etc. Quoi. Je pense qu'une chanson, les gens, on l'écrit par rapport à soi, mais elle doit toucher un maximum de personnes, sans chercher obligatoirement à faire le tube, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas de recette, hein, tout le monde vous le dira, il n'y a pas de recette pour faire un tube, sinon tout le monde en ferait. Souvent, c'est les tubes, ils arrivent, c'est avec les chansons auxquelles on croit le moins. Et puis... Mais je sais pas si aujourd'hui on peut parler encore de tube, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est dans du bourrage de crâne plutôt. C'est-à-dire si vous faites une chanson formidable qui est diffusée nulle part, ça sera jamais un tube. Et une chanson qui est limite moyenne, je vais dire, si le producteur achète 40 000 diffusions sur les gros réseaux, ça va rentrer dans la tête des gens, quoi. Non? Oui, certainement. Certainement. De toute façon, on n'aura plus des Brel, des Brassens, des Léo Ferré, on n'en aura plus maintenant, parce que ça ne veut pas dire que les artistes n'ont plus de talent. Il y en a encore qui ont sûrement autant de talent, Tout à fait. seulement on ne leur donne pas leur chance. Parce qu'à l'époque, on attendait 5 ans, 10 ans avant qu'ils aient du succès, mais on continuait à produire. Ah ben, on se rend et compte que tous les grands artistes ont ramé avant d'avoir un premier succès, quoi. Hein. Souvent, c'est passé parce qu'il y a des producteurs qui y ont cru et qui ont insisté. Mais, exactement. j'ai Et encore- maintenant, on n'insiste plus. Quoi. j'ai vu une émission récemment, encore, je crois, sur Daniel Balavoine. Il a fait 2-3 albums qui ont été une catastrophe. Et le producteur, c'était Eddie Barclay à l'époque. Il lui a dit, bon, on arrête, quoi. Et puis, Heureusement, il y avait. il y a un gars qui a persisté. Et puis, le coup Oui, d'après, il y a eu un coup de chance. un des je crois directeurs artistiques Je crois que ce qui a d'Eddie lancé Barclay. Balavoine, c'est Michel Berger qui l'a pris dans sa comédie musicale. Oui. Donc c'est un peu c'est encore une fois ce qu'on dit toujours, hein, aujourd'hui, si on est dans la génération tout de suite, moi j'appelle ça la génération micro-ondes, où on veut que ça soit tout de suite. Oui, ou jetable, même, je dirais Ouais. même jetable, parce que, ça date déjà depuis les années 80, ça. Mais il y avait un souffle quand même assez intéressant dans les années 80, c'est l'arrivée de ces radios libres. On a découvert tout un tas de nouveaux chanteurs, de nouvelles chansons, notamment je me souviens de tout un réseau qui venait de Toulouse, où on a eu des tubes incroyables. C'est un peu aussi les années 80, c'est les années Goldman, tout ça. Oui. On a vu quand même des belles choses fleurir. Ah, oui, bien sûr, oui. Mais déjà, je vois au niveau production, moi j'ai sorti mon premier disque au début 80, on était encore sur le format des années 70, c'est-à-dire on sort sur un artiste inconnu, on sort un album déjà. Ouais. Après, dans les années 80, ça s'est plus fait. Ça coûte cher un album, hein. Eh oui, justement. Après, ça a été, on m'a dit, attends, on fait un 45 tours, si ça marche, on en fera un deuxième, etc. À partir des années 80, ça a été un peu comme ça. Ce qui explique que les artistes des années 80 qui tournent là, à part 2 ou 3, la plupart, ils ont un titre, C'est vrai. 2 titres. Alors que C'est vrai. si on regarde sur les années 60-70, vous voyez Richard Anthony, Dave, Nicoletta, ils peuvent faire un spectacle d'une heure avec leur Oui, tube. mais si on regarde le côté grand public, même Nicoletta, il n'y a pas non plus énormément de succès. Il y a peut-être un gros répertoire, mais vraiment des gros succès, il y en a 3-4. Parce que tu t'en souviens plus. C'est quand même mes années, quand même, Nicoletta, qu'on a croisé récemment là, pour Ashton. Ouais. Mais des gens qui ont fait tube sur tube, je sais pas, mais à part Claude François, à part Jean-Jacques Goldman, tube sur tube, on n'a pas beaucoup quand même qui les ont enchaînés. Hein. Ah, dans les années 60, si Richard Ouais. Anthony, il a eu énormément. Moi, je me rappelle beaucoup énormément de du tubes. Sirotifon. Oui, voilà, mais ouais, il y en a eu. Si, quand même, c'était un peu plus. Mais là aussi, est-ce que, on s'est un peu écarté du débat, mais c'est quand même passionnant, est-ce que les programmateurs aussi des grandes radios, ils n'avaient pas leur chouchou et puis ils passaient que cela? Oui, évidemment. C'est ça aussi Évidemment. Évidemment, il y a des artistes qui passaient pas et d'autres qui passaient beaucoup plus. Hein, Surtout que ça devait être vachement compliqué. À l'époque, il y avait 3 radios, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour découvrir les chansons, c'était quand même compliqué. à la fois compliqué et facile. Ouais. Parce que à partir du moment où il y a énormément de médias, on peut pas ça- aller partout. ça dissout On la peut pas chose, aller ouais. partout. À partir du moment où il y a 3 médias, ça passe ou ça casse. Mais si ça passe, tout le monde écoute, quoi. Voilà. Alors que... Écoutez, je vous propose qu'on fasse notre première pause musicale. Oui. On va écouter un titre qui s'appelle Countryman's, donc c'est au pluriel, Mans. Alors c'est Countryman, je l'explique parce que dans la chanson ça le dit mais tout le monde ne comprend pas, c'est pas Countryman, voilà le Countryman, c'est Countryman comme
mégalomane. Ah, comme, d'accord, il y a un jeu de mots. Voilà, opiomane ou nymphomane. Voilà. C'est les gens qui sont accros à la country. C'est une chanson que vous avez écrite Ou mythomane. Ou mythomane Non, aussi. mais ne me regarde pas. Ouais. Et c'est une chanson que vous avez écrite Alors, c'est un texte toujours de Lucky Blondeau et sur lequel j'ai fait la musique. Et on la date de quelle époque, cette chanson? Ah, c'est mon dernier album. C'est tout chaud, alors. Voilà, j'ai sorti Ben, c'est un nouvel album qui est sorti pour mes 40 ans. On va en parler chansons. plus en détail dans la deuxième partie. On écoute Countryman et on revient juste après dans la deuxième partie de Mes meilleures années. Salut, c'est Chris Evans. Voici l'hymne des temps. Big Cactus Country. Vous aimez la country music? Alors évadez-vous en direction des grands espaces aux États-Unis et en musique à l'écoute du Big Cactus Country Radio Show, une émission spécialement consacrée à toute l'actualité de la country music animée par Johnny Dapiedad. Au programme, des tonnes de nouveautés et de classiques, sans oublier la rubrique The American Way of Life pour tout savoir sur l'actu rockabilly, blues et country roots et les incontournables news de Nashville présentés par Allison. Retrouvez le Big Cactus Country Radio Show ici même sur cette radio. Le lundi à 16h et en rediff. Le Big Cactus Country Radio Show avec Johnny Dapiedad et Allison. Sur Loire FM, un pied aux États-Unis, un pied en France. C'était vraiment bien. J'ai adoré votre chanson, Chris Evans. J'ai adoré Countryman. On a presque dansé avec Philippe, presque sur la table. Bah voilà. Pas presque. C'est vraiment, Non, c'est vraiment une musique de fête, de festive, Voilà, de joie. c'est ce que j'ai voulu avec cette chanson. Donc, comme je le disais, Lucky Blondeau m'a écrit ce texte-là en me disant bon, Chris, il est temps que tu fasses un tube quand même. Et je suis de son avis. Et j'ai présenté cette chanson sur scène avant de l'enregistrer. C'est vrai qu'il y a une ambiance festive, à la fois festive, et puis bien sûr pour ceux qui dansent la country, qui font la line dance. Donc, Non, mais un titre comme ça donne envie de faire une fête et du coup, ça donne presque envie de se remarier pour l'écouter, quoi. bah oui, c'est une bonne idée, ça. Oui. Allez, on redevient sérieux, on revient un peu sur votre parcours. Moi, j'ai vu que vous avez fait les premières parties d'un groupe célèbre, le groupe Téléphone. Ça s'est passé comment, là aussi? Là aussi, on prend son téléphone et on les appelle. Elle est bonne, je sais. Pas du tout. En fait, c'était vraiment au tout début, avec mon petit groupe Rocky à Saint-Étienne. Ça a été très vite. Le groupe, il a duré même pas 2 ans. Ah ouais? Et ça a été très vite puisque on a fait le tremplin du Golfe de Rouen qu'on a remporté. Et puis, alors je sais plus comment on nous a proposé cette première partie de Téléphone, salle Jeanne d'Arc. Ouais. Téléphone, c'était à l'époque de leur premier album, mais enfin, qui est excellent. Et c'était déjà un groupe très en vogue. Je suis toujours dans l'humour, mais je suis obligé Oui, de la placer, bien sûr, celle-là. oui. On parle de Téléphone, c'est pas eux qui avaient fait la chanson Ne raccroche pas. Hein. Non, c'était Christophe. Non, c'était eux à l'époque, c'était Hygiaphone, tout ça. Non, mais je- c'est trop. Voilà. Fallait que je la place. Et moi, Chris, je coupe, mais un des premiers 45 tours que j'ai eu, c'était un 45 tours de téléphone. Il y avait 2 45 tours à l'intérieur. Et il y avait notamment Fleur de ma vie dessus. Non, tu dois te tromper, c'était Chantal Goya avec des Du cassines. tout. C'était là. Fleur de ma vie, c'était une chanson qu'ils avaient fait autour de c'était la drogue en fait. D'accord. Ouais. Ça me dit rien ce. Non, c'était un petit collector. La drogue, non, mais je me Et- suis et- arrêté et au donc- café. Mais... Et donc, mais c'est une drogue le café aussi. Hein. Oui. Et donc, téléphone, et puis après tout s'enchaîne alors? Ça a été très vite, peut-être 6 mois après, donc on fait la première partie de Téléphone. Et puis tout de suite, c'est pas parce qu'on est stéphanois qu'on doit rester à Saint-Étienne. C'est ce que je conseillerais d'ailleurs à tous les artistes de n'importe où. C'est de bouger, c'est d'aller ailleurs. Est-ce qu'il y a des Donc, territoires où il y a mieux de chansons, il y a mieux de fêtes, il y a mieux de... On est mieux à l'aise pour chanter, on est mieux accueilli. Est-ce qu'il y a vraiment des territoires en France particuliers? Moi, après 40 ans de scène, il y a des régions que je préfère Ouais. par rapport à d'autres.
Bah, je veux vexer personne. Alors, ouais. Donc En tout donnez-nous cas, des noms. Je veux vexer personne, Je veux donnez-nous des vexer noms. personne, mais On dit que dans le Nord, ils font plus la fête. Est-ce que c'est vrai? en fait, j'ai passé Valence, j'évite. Ah ouais? Oui. Si on me demande, j'y vais, mais autrement, je cours pas après pour y aller. C'est-à-dire, bon, c'est des gens qui sont adorables, mais beaucoup moins carrés, beaucoup moins sérieux que dans l'Est, par exemple. Ouais. Voilà. L'Est, bah tiens, c'est une région que j'aurais pas imaginé. Ah oui, les gens sont vraiment chaleureux dans l'Est. On repart toujours avec des bouteilles de vin ou de Mirabelle. Voilà, Parce qu'on les on voit, produits locaux. on voit aussi de plus en plus, hein, parce que c'est la mode des festivals l'été, on voit de plus en plus des endroits où il y a des festivals de country. On a presque même l'impression que ça devient une mode. Ah oui, ben, ça permet de se retrouver. Bah, il y a des festivals un peu de tout. Il y en a d'autres, c'est les motos. Les tatouages. Voilà, oui. Il y a donc le festival country, ça marche très très bien parce que les gens se retrouvent comme ça, ils mettent des Santiago, des chapeaux de cow-boy, c'est rigolo. Ils se projettent dans l'univers un peu du Far West, non? Du Texas, je sais pas, des régions un peu country. Alors oui, peut-être. Après, je sais pas. Moi, c'est vrai que c'est un peu la culture qu'on avait quand on est né au début des années 60. Hein, c'est-à-dire que nous, on était bercés aussi bien au niveau du cinéma que de la musique. John Wayne. Clint Eastwood. C'était un peu plus tard, Clint Eastwood. Oui, mais C'était les western spaghetti. Oui, mais en fait, John Wayne, après, c'était plus les années 50 quand même. Donc moi, j'ai été plus bercé par Clint Eastwood voilà, dans les années 70. Bon, la musique, Elvis. Donc c'est vrai que c'est un peu le rêve américain, quoi. Alors, qui a bien évolué d'ailleurs, ouais. hein, parce que moi j'en reviens là. ben justement, j'avais préparé ma transition, donc vous l'avez fait, c'est encore mieux. Vous revenez des États-Unis, alors vous m'avez dit que c'était fantastique. Alors c'est fantastique. Faites-nous rêver. C'est fantastique pour voilà, quelqu'un qui découvre ce qu'il lit et les images qu'il regarde depuis l'adolescence, d'aller visiter en vrai, d'aller à Memphis, visiter les studios Sun dans lesquels a débuté Elvis Presley, visiter Graceland, la maison d'Elvis. Bon, tout ça, c'est des images fantastiques. Si vous êtes allé à Graceland, c'est vraiment le lieu d'Elvis Presley. Est-ce que c'est un lieu très, très nostalgique ou c'est un lieu très commercial? Est-ce que c'est pas un peu comme chez nous, Lourdes, où on y va pour acheter la petite croix qui va nous sauver? Alors, je comparerais pas ça à Lourdes. Quoique Lourdes, c'est bien aussi d'aller voir la grotte. Bon, avant d'arriver à la grotte, il faut passer sur l'avenue avec les boutiques de chaque côté. Mais autrement, la grotte par elle-même, elle est bien. Et là, c'est un peu le même principe. Hein. C'est-à-dire que maintenant, c'est un peu un parc d'attraction. On rentre d'abord dans c'est un peu parc Disneyland, quoi. Oui, quelque part. mais quand on traverse l'avenue Elvis Boulevard et puis qu'on passe la fameuse grille et puis qu'on monte dans la propriété, là ça n'a pas bougé, c'est resté comme dans les années 70. Quand on est fan d'Elvis Presley, quand on arrive là, quelle émotion ça procure? Comment on ressent ça? C'est assez bizarre. Oui, bon, après c'est un lieu, c'est un peu comme un musée ou. Je sais pas, est-ce qu'on a une sorte d'âme, on a un parfum qui fait qu'on est un peu envoûté? Ça, je l'ai plus ressenti au Studio Sun, Ouais. peut-être, oui. On a encore l'ombre du King, Ouais, la voix dans un coin. Voilà, oui. Mais c'est vrai que c'est... Après, bon, c'est vrai, Graceland, ça paraît un peu kitsch, parce que c'était décoré, c'est resté comme quand il est décédé en 1977, donc il y a de la moquette partout, c'est très chargé, il y a un salon qui s'appelle le Jungle Room, donc ça veut tout dire, quoi, il y a c'est très chargé, quoi. Mais bon, mais c'est quand même intéressant, quoi. Ouais. Et puis il y a tout, il y a la musique dans les rues, il y a tout. Et puis aux États-Unis, c'est les paysages. Alors bien sûr, on est vraiment déçus. Les grands espaces? Oui, on est déçus par rapport aux voitures. C'est-à-dire qu'on s'imagine toujours les grosses Cadillacs immenses, les voitures comme on voit maintenant dans les expos consacrés. Mais on est un peu dans le rétro. Et là, et là, il n'y en a plus. Soit ils roulent en voiture allemande, soit ils roulent en 4x4. En japonaise. Ouais, ils ont beaucoup de pick-up, de choses comme ça. Et le fait d'avoir les États-Unis en imaginaire, en symbole, en référence, est-ce que le fait d'y aller, ça vous a conforté dans votre cliché, ou alors vous vous êtes dit finalement, j'étais un peu à côté de la plaque, entre guillemets?
Non, non, il y a les choses qui sont restées authentiques ou qui ont été reconstituées peut-être, mais ça c'est formidable. Mais autrement, c'est évident que ça a évolué, mais comme la France a évolué aussi. Hein. Si quelqu'un a par exemple des images comme je vois, tu passes souvent sur ton site des images de Saint-Étienne. Ah, qui se souvient. Voilà, Saint-Étienne que j'ai connu moi comme ça. Si on pense retrouver ça maintenant, il y a des endroits que ça a changé. États-Unis, c'est pareil quoi. Mais ce qui change pas, c'est les paysages. Moi, je me pose. Fabuleux, on est un peu hors sujet, mais je me pose toujours cette question. Je me dis, il y a des gens qui sont morts il y a 1 ou 2 générations. S'ils revenaient aujourd'hui, ils seraient complètement perdus dans notre ville alors que c'est la leur quoi, aussi. Oui, je pense. Mais ça m'arrive moi des fois. Tu vois. Ouais, bah oui, ça nous arrive. Surtout quand on est en voiture. On dit merde, on peut plus passer là. Oui, le plan de circulation, bon, on va pas revenir dessus, mais il est parfois un peu bizarre. Vrai on s'est un peu écarté du monde de la musique, mais c'est pas grave. On est dans une émission, on est pour la vie, on est pour le sourire et on est pour la chanson bien sûr. Moi, j'ai envie aussi de revenir un peu sur. On a parlé de 40 ans, on reviendra sur l'album dans un moment. On a encore le temps jusqu'à la fin de l'émission. J'avais envie de vous dire aussi, vous demander quelles étaient toutes ces années les rencontres importantes qui ont fait un peu évoluer, changer votre carrière. Il y a Philippe qui lève la main. Oui, il lève la main, oui. Oui, moi, disons que au début, avant de commencer, juste avant de monter un groupe, peut-être l'artiste qui m'a donné vraiment envie de me lancer là-dedans, c'est Carl Perkins. Donc Carl Perkins qui est un pionnier du rock'n'roll américain, contemporain d'Elvis Presley. C'est lui qui a écrit « Oh, let's one for the money, two for the show ». Voilà. Donc je l'ai vu en concert à Londres en 77. Et ça m'a vraiment donné envie de monter mon groupe. Et puis après, c'est un peu le hasard, quoi. Il faut rencontrer un producteur. Moi, c'était assez vite. Au bout d'un an et demi, j'ai rencontré un producteur qui m'a dit « Bon, on va faire un disque, on va faire un album carrément ». Donc ça, c'est important. Le fait d'avoir gagné de toute façon le concours au Golfe-Dro, ça c'est une formidable. C'est un lieu mythique. Un formidable tremplin. C'est un lieu mythique. Là aussi, ça se donne quelle impression d'être dans ce lieu mythique? Alors là, oui, j'ai eu vraiment les tremblements. Oui, parce que d'abord c'était en étage. Je dis c'était parce que ça n'existe plus. C'était rasé, il me fermé semble. en 81. Donc c'était au premier étage, donc il y avait un escalier qui était assez raide. Et en haut de l'escalier, donc il y avait un panneau avec des photos. Et là, il y avait carrément les Rolling Stones, Bill Haley, Johnny à ses débuts, Eddie Mitchell. Donc on me dit là, oui, là c'est du lourd. Là. Ouais. Et donc l'album, et après comment ça se passe, comment ça s'enchaîne alors? On parlait tout à l'heure de faire un tube, les disques ils marchent pas, comment ça se passe parce que j'ai été voir votre site bien sûr, mais il y en a des pages donc j'ai pas tout lu. Comment ça se passe le fil de votre carrière toutes ces années-là? Alors ça se passe, le premier album il s'est super bien vendu pour à l'époque. Donc sortie nationale dans toute la France. Oui. Diffusion aussi en radio. Un album, oui, il y avait des, à l'époque c'était pas encore les radios libres, c'est 80. Ouais, l'album il est sorti en 80. On passait un peu sur RTL, des choses comme ça, quoi. Voilà. Mais c'était surtout le vente d'albums. Il n'y avait pas vraiment de titres qui sortaient, quoi. Ouais. Voilà. Et puis après, l'année suivante, en 81, moi j'avais décidé, je préférais chanter en français. Après, toujours avec mon côté, j'aime bien l'humour, mais là j'ai été un peu loin, quoi, un peu fort. J'ai écrit une chanson qui s'appelait Ma Pinoube est une grosse truie. Qui avait bien marché d'ailleurs sur les FM. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est vrai que quand je vois Bébert des Forbans, je dis toujours, oui, je comprends pas pourquoi j'ai eu moins de succès que toi. Moi, je chantais Ma Pinoube est une grosse truie. Toi, tu chantais Chante tes baskets. Je comprends pas pourquoi j'ai eu moins de succès que toi. C'est vrai que ça maintenant, je comprends, mais à l'époque, c'est un vrai tube. Hein. Oui, voilà. Oui. Et faire un album, comme ça permet après de faire des tournées, de visiter la France, quoi. Ah oui, tourner à l'époque, on tournait beaucoup dans les discothèques, les festivals. Ouais. Et ce qui m'a permis aussi de faire l'Olympia avec un plateau d'artistes rock'n'roll qui est en vedette Vince Taylor. Donc ça, c'est... faire l'Olympia... quand on a à peine 20 ans, qu'on est dans le métier, si on peut dire... qu'on est qu'on débute en tant que professionnel. Je retrouve pas la phrase, mais je vais la retrouver, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a eu un grand tournant dans votre carrière, c'est un moment où vous avez pris des danseuses. Ah oui, ça c'est plus tard, ça. Oui. C'est plus tard, oui. Ça c'est...
Oui, parce qu'il faut être toujours Dans l'air du temps, attentif. dans l'air du temps. Ouais, l'air du temps, ou attentif, et puis à essayer de toujours améliorer, toujours avancer, parce que si on n'avance pas, on recule. Ouais. Et le premier en France d'ailleurs qui avait compris ça, j'en vois qui ont l'esprit mal placé. C'est Philippe, hein, c'est le directeur de la radio, hein, on peut pas le sanctionner. Ouais, j'ai retrouvé la phrase, je vois Chris s'est adjoint 2 charmantes danseuses pour encore mieux fêter les années âge tendre et salut les copains. Voilà. Le premier qui avait compris ça, déjà dans les années 60, c'est Claude François. Claude François, il avait un public essentiellement féminin. Et il s'est dit comment je peux faire pour aussi... il était toujours vraiment un grand pro et puis toujours à essayer de s'améliorer. Et il dit, comment je peux attirer aussi le public masculin. Et donc il avait pris les Claudettes, basées un peu sur ce que faisait Ike et Tina Turner. Voilà, les Claudettes, d'ailleurs, si on regarde au fur et à mesure des années, elles sont de plus en plus déshabillées, quoi. Et, Moi, je peux pas vous répondre, j'écoutais que les chansons. Qui c'est qui rigole dans le public? Non, mais c'est vrai que c'est une époque aussi. Et voilà, on n'avait pas la même façon de réagir aussi, parce que c'est vrai que on a l'impression d'évoluer, et au niveau des mœurs, aujourd'hui, on a l'impression que les portes se ferment plutôt, quoi. Aujourd'hui, il faut faire attention à chaque mot, Exactement, il faut faire attention à chaque regard, il faut éviter d'être seul avec une dame, et là, parce qu'on risque d'être attaqué parce qu'on a eu un mot déplacé ou quelque chose. Il faut faire attention avec l'humour, donc c'est une période qui est compliquée aussi. On est un petit peu politiquement correct. Ouais, hein, quand je dis un petit peu, je suis mais c'est vrai que politiquement c'est correct. assez. C'est vrai. Je te citais ma chanson Ma Pinome est une grosse truie en 81. Gérard Klein l'a diffusée pendant 15 jours en début et en fin d'émission. Il disait c'est génial. Mais maintenant, il l'a pas J'ai fait des télés avec ça. À l'heure actuelle, non. D'ailleurs, il y a 2-3 ans, il y a un DVD qui est ressorti de compilation et le producteur avait juste mis le titre Ma Pin-Up. Donc, pour dire que voilà, on est un peu dans une période. Mais c'est vrai qu'on voilà. on est dans une période bizarre, étrange, où moi je donne toujours mon avis, mais c'est pas grave, hein, je suis là pour ça aussi, c'est mon émission. On voit des choses qu'on ne devrait pas voir, moi je trouve, sur les réseaux, et des choses insignifiantes font des polémiques incroyables. Ouais. Mais bon, c'est... Oui, par contre, maintenant, c'est vrai qu'on voit des images atroces, Ouais, insoutenables, je dirais même. On voit des scènes de tuerie, on voit des morts dans tous les coins de rue, et puis on va prendre l'exemple de Facebook, et puis une image avec un sein qui dépasse, c'est censuré. Plus de sein. Alors non, que mais bon, faut arrêter moi étant assez ancien, j'ai connu les plages dans les années 80 où il n'y avait pas beaucoup de soutien-gorge. Oui, non, mais ça faisait de mal à personne. C'est vrai qu'on est dans une société qui est bizarre. Mais bon, allez, on va repartir en musique parce qu'on on va faire l'enchaînement avec un titre qui est aussi assez sympathique. Vous allez donc nous en parler. Le titre, c'est Va te faire voir ailleurs. Voilà, je vais y courir, mais expliquez-nous un peu la genèse de cette chanson aussi. Alors, Va te faire voir ailleurs. Donc, j'ai écrit le paroles et musique, et j'ai tenu à... C'est autobiographique alors? C'est une histoire des fois ça arrive, donc en fait la chanson c'est ça, comme je te l'expliquais tout à l'heure, il y a du vrai, puis on brode aussi quand même, parce que je suis pas trop à aller prendre des cuites dans les bistrots, et la chanson ça raconte un peu ça, quoi. C'est l'histoire du mec qui en a marre de regarder la télé, quoi, des conneries à la télé, alors il sort et puis il fait tous les bistrots, quoi, et puis il rencontre des gens. Alors c'est pour ça qu'il y a d'autres artistes qui interviennent. Il y a mon ami Lucky Blondeau qui fait la réplique. Il y a Suzanne Marnas, il y a Kelly Gir, voilà. C'est un peu une chanson à sketch, mais qui est marrante, j'aime bien. On écoute et on revient juste après pour la 3e et dernière partie de Mes meilleures années. Je sors de chez moi vers 10h sonné, ras-le-bol à Saint-Tropez. Un retour dans Mes meilleures années, c'est là. Est-ce que ça se passe bien déjà? Parce qu'on a dit qu'on était dans l'humour, donc on va rester dans l'humour. Ah ça se passe super bien, oui. Alors on va être sérieux quand même pour cette 3e partie, parce qu'on l'a évoqué, 40e anniversaire, donc c'est un album, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour ce 40e anniversaire? C'est un album dans lequel je me suis beaucoup investi, parce que j'ai fait des albums précédemment avec des reprises des années 60. Là, c'est pratiquement que des chansons originales que j'ai écrit ou en collaboration avec d'autres artistes comme Lucky Blondeau, Long Chris aussi qui m'a écrit des textes. Hein. Long Chris qui a écrit 50 chansons pour Johnny, qui aime beaucoup ce que je fais. Et puis
il y a mes amis de Au Bonheur des Dames aussi. On a bien ri aussi avec eux, quoi. Voilà, on reste dans la Rappelez-moi bonne humeur. le grand succès de Bonheur des Dames. Oh les filles, oh les filles. Voilà. Elles m'ont rendu marteau. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc on a enregistré une chanson en duo qui s'appelle Les filles du rock'n'roll, un peu qui fait clin d'œil un peu à leur chanson Les filles. Donc c'est un album qui est un peu autobiographique et puis un peu voilà, où il y a ce que j'aime, là, le rock'n'roll, la country music. Et puis aussi la chanson française. Moi, ce que j'aime, c'est, étant attaché à ces musiques américaines qui sont le rock, la country, le blues, comme je suis aussi un immense fan d'Edith Piaf, de Brel, de Brassens et de Ferré, j'aime bien aussi mélanger les deux, s'exprimer en français, quoi. Ouais. Je trouve que c'est un peu dommage les artistes français qui chantent en anglais, en yaourt. Ou même s'ils parlent bien en anglais, il y en a qui chantent bien en anglais, mais quel intérêt? Moi j'ai enregistré deux albums de chansons d'Elvis, mais en version française, parce que sinon je serais le 10 millième artiste à reprendre des chansons d'Elvis en anglais, ça servira à rien. Et justement, tous ces albums et ce 40e anniversaire, on les retrouve où? On peut aller dans les magasins, le commander, comment ça se passe là aussi? Le problème là aussi c'est un large sujet, oui, c'est-à-dire la diffusion de la musique actuellement et la distribution. Donc il n'y a pas de distribution dans les magasins. Dans les bacs, comme on disait avant. Oui, dans les bacs. Quel magasin? Il n'y en a plus beaucoup, de toute façon, en grande surface. Bon, non. Donc, voilà, on est l'informatique, ça sert quand même à ça. Ouais. Donc, vous en faites presser quelques-uns et vous les vendez à vos concerts? Comment ça se passe là aussi? Non? On en fait presser beaucoup, mais ils sont vendus soit sur les concerts, soit par Internet, sur le site. Ah, les gens les commandent directement sur le site? Les gens, de toute façon, moi personnellement, j'achète tous mes disques sur Internet. Voilà, oui. Et là, quand on se lance, on sait à peu près le chiffre qu'il faut presser, ou alors on part un peu dans l'inconnu? Est-ce qu'on se dit il faut en presser 10, je sais pas, est-ce qu'on se dit il faut en presser 10 000, 20 000? Parce que là aussi, c'est des investissements quand même. Oui. Déjà, il y a un investissement au départ au studio. Ça coûte très cher, le studio. Voilà. Et puis après, après, on peut faire des retirages. Ouais. Si c'est épuisé rapidement, on fait un retirage. Et quand vous êtes en fin de comme tous les concerts, vous vendez vos albums, est-ce que je pense que vous avez aussi un public fidèle maintenant avec 40 ans, est-ce qu'on vous demande des anciens albums, des anciens titres? Ah oui, bien sûr. Ah oui, puis c'est toujours agréable de voir quelqu'un qui arrive avec l'album sorti en 1980. Donc vous signez encore des vinyles? Et je signe encore ça avec le prix d'époque, 24 francs 50. Et voilà, donc parallèlement à cet album, c'est vrai que je travaille beaucoup avec le fan club officiel de Johnny Hallyday. J'allais venir, c'était la ligne d'après. Voilà. Moi j'ai noté, Chris Evans est remarqué par Johnny Hallyday et assure régulièrement les soirées de son fan club officiel, Limited Access. Son dernier album intitulé Lonesome Country Solitaire, sorti en 2010, permet à Chris de se produire avec un nouveau spectacle country rock. Alors on en est où là? Ça existe toujours? Ah oui, la country, oui, il y a le spectacle country, il y a le spectacle sur les années 60-70. Et puis maintenant, ça fait déjà 12 ans que je travaille avec Limited Access, le fan club de Johnny Hallyday, où là j'interprète que des chansons de Johnny, mais j'adore ça, quoi. Sans imiter ni vocalement, ni ça physiquement. Doit être quand même assez compliqué vocalement. Il y en a qui arrivent, il y en a d'autres qui essaient de l'imiter physiquement mais qui n'y arrivent pas. Et là la question qui vient et qui est naturelle. Oui. Moi je chante moi comme je chante et puis voilà. Ouais. Vous l'avez rencontré? Ça a l'air de plaire. Oui, j'ai rencontré plusieurs fois. Ouais. Et c'était quelqu'un qui est un charisme extraordinaire. Ça c'est sûr que on sent aussi, je ne sais pas si je me trompe, une extrême gentillesse. Attention aux autres. Voilà, exactement, puisque moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 1980, je venais de sortir mon premier album, et comme à l'époque, j'avais le même éditeur qu'Eddie Mitchell, donc j'avais le pass pour aller tous les soirs à l'Olympia. En VIP pour l'Olympia d'Eddie Mitchell, à l'époque où il a créé Couleur Mentalo. Ça, c'est les années 80. Oui, en 80, exactement. Ouais. Et donc, le soir de la première, bien sûr, il y a Johnny qui arrive, et c'est pour ça que je dis il avait un charisme extraordinaire parce qu'il arrive, on voyait que lui, quoi. À l'époque, il avait les cheveux un peu longs, blonds, et très gentil. Donc on me présente, et il me dit oui, j'ai écouté votre album.
Je sais pas s'il l'avait écouté, mais en tout cas, c'est gentil de dire ça, quoi. Voilà. Et après, on a la chance de pouvoir dialoguer, de prendre des conseils, je sais pas moi, d'avoir une sorte de guide ou quelqu'un qui veille de la bienveillance sur vous. On n'a pas eu l'occasion, hein. Il Ouais. aurait fallu qu'il m'écoute ou qu'il me voit sur scène. On n'a pas eu l'occasion, quoi. Mais- Autres chanteurs qui vous ont influencé au niveau de la France ou que vous avez rencontrés aussi? Donc Eddie Mitchell, que je Ouais. voyais souvent puisqu'on avait le même éditeur dans les années 80, c'est quelqu'un d'un peu plus... Un peu plus bourru, non? Oui, voilà, voilà, c'est ça. Et bon, mais par contre, on a eu des discussions enflammées sur Gene Vincent, c'était notre idole à tous les deux. Voilà, par contre, Eddie Mitchell, ouais, j'apprécie beaucoup et il m'a influencé dans l'écriture, Ouais. Ah, dans le c'est sens un- où d'abord il Il fait a tous ses toujours un peu textes, lui, je d'humour. crois, hein. Oui, il fait tous ses textes. Claude Moine. Souvent avec beaucoup d'humour, un peu de recul, ce que Décalé, j'apprécie beaucoup, et en essayant aussi de faire sonner les mots, que ça sonne à l'américaine, quoi, avec des mots français, ce que faisait merveilleusement aussi Claude Nougaro. Hein. Ah oui, Voilà. exactement. Parce que c'est pas vrai, des Toute fois, une il génération. y a des personnes qui disent « Ah oui, je chante en anglais parce que le français, ça sonne pas. » Je crois que c'est faux. Le français, il peut sonner, mais il faut s'en donner la peine, quoi, bien sûr. Moi, je pense qu'on a cette facilité d'aller dans l'anglais parce qu'on se dit on va faire une carrière internationale un peu. Parce que quand on écoute un peu les pays qui nous entourent, peut-être pas l'Allemagne parce que j'ai pas beaucoup de références, mais quand on écoute le son espagnol et le son italien, il y a un son aussi. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a des mots qui sonnent pas pareil, qui glissent peut-être pas pareil sur les notes, mais il y a quand même une identité. Alors, c'est vrai qu'il y a des langues. Moi, j'ai un peu de mal avec l'allemand, quoi. Oui, c'est ce que je disais Autant pareil. j'adore l'allemand, l'italien. Moi, je suis un immense admirateur d'Adriano Celentano. Ah bah ça, je trouve qu'il est c'est un quelqu'un de culte. artiste extraordinaire. C'est quelqu'un de culte par la chanson, mais c'est surtout quelqu'un de culte par la personnalité en Italie. En plus, Il était tout le temps décalé, il a toujours défendu les pauvres. C'est Ouais. quelqu'un qui laisse des places pour les chômeurs dans ses concerts. Enfin, c'est quelqu'un Ouais. d'extraordinaire. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un exemple. L'espagnol aussi sonne bien, quoi. Alors, C'est une sonorité différente encore. alors le français par rapport à des étrangers, je peux pas savoir parce que je suis français, voir comment c'est perçu. Mais c'est vrai, ouais, avec l'allemand, j'ai un peu de mal, quoi. L'allemand, c'est vrai que ça sonne moins bien, hein, peut-être avec de l'accordéon. Le japonais aussi, ça sonne Ouais. pas très bien. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Moi, j'ai enregistré une chanson en espagnol, d'ailleurs, avec une chanteuse espagnole. Et je parle pas un mot d'espagnol, donc elle m'a fait- Phonétiquement Elle m'a fait travailler phonétiquement, quoi. Mais ça si vous on a permis peut pas justement, mal- ces 40 années de chansons, d'aller voir un peu d'autres pays, chanter dans d'autres pays? Oui, en Espagne, c'est Ouais. vrai que mes albums, du moins en anglais, ont bien marché en Espagne, oui. Donc C'est vrai qu'en chantant en anglais, on s'ouvre peut-être d'autres Voilà, pays. c'est ce que je dis, c'est Mais un peu moi, d'autres publics. Ouais. Bon, déjà, je trouve que moi, j'ai toujours eu du travail en France, quoi, en Suisse Et là- et en Belgique. Ouais, un Belgique. Et là, actuellement, c'est quoi alors votre emploi du temps? On tourne 15 jours, on s'arrête 15 jours, on est toute l'année sur la route. Comment ça se passe? Ah, je suis toute l'année sur la route. Ouais, oui. Donc vous avez, Là, un j'ai gros, pris, vous avez un gros euh, camion, vous êtes tout le temps sur la route. Un gros camion, non, parce que... Mais oui, bah là, il y a les concerts qui sont là jusqu'à octobre, même en fin d'année, etc., quoi. Moi, j'adore ça, j'adore tourner. J'aime toutes les facettes du métier, hein. J'aime enregistrer en studio, j'aime bien sûr chanter sur scène, j'aime rencontrer le public, faire des dédicaces, parce que vous avez des artistes qui me disent « Ah, j'aime ça, mais j'aime pas ça. » Moi, j'aime tout. J'aime aussi faire la promo. Il en dit « Ah, j'aime pas faire la promo. » Non, moi, j'aime bien faire la promo. Ouais, c'est tout un tas de choses différentes. Hein. Voilà, bon, c'est un métier complet, donc qui m'occupe du coup À plein temps. à plein temps, voilà. Les prochaines, on est début juin, les prochaines dates, c'est quoi? Les prochains rendez-vous? Alors, Est-ce qu'on va vous voir à des festivals? Est-ce qu'on va vous voir à des choses bien précises dans les Voilà. semaines qui viennent? ça va être surtout compte tenu de l'actualité concernant Johnny Hallyday, puisqu'il aurait eu 75 ans le 15 juin. Donc je suis pas mal réclamé par rapport à ça. Et puis la chanson qu'on va écouter en fin d'émission qui s'appelle l'hymne à Johnny, donc que j'ai écrit avec le président du fan club, donc qui a écrit le texte et j'ai fait la musique, et que les fans apprécient beaucoup. Donc je serai à Nantes le 8 juin prochain pour une grande expo de photos de Tony Frank. Ouais. Tony Frank qui est avec Jean-Marie Perrier, c'est les deux photographes qui ont le plus photographié Johnny
depuis les années 60 jusqu'aux années 90. Donc là, voilà, je vais chanter à Nantes. Ensuite, je serai en région parisienne, donc pour le fan club. Et dans la région stéphanoise, il y a des choses de prévues, non? En région stéphanoise, le 1er juin, j'étais le 1er juin place Saint-Roch. Ouais. Avec un show il y avait tout là, il y avait mes danseuses, il y avait les années 60-70, il y avait l'hommage à Johnny. Il y avait les 40 ans de carrière. Voilà. Et bon, là déjà je peux l'annoncer puisque je l'ai su récemment, donc je serai salle Jeanne d'Arc le 16 octobre, samedi 16 octobre, dans le cadre du Pass Senior. Eh bien très bien. Dans lequel je vais raconter un petit peu quelques anecdotes de mes 40 ans de carrière. Et salle Jeanne d'Arc, salle Jeanne d'Arc, c'est vraiment sur Saint-Étienne la salle qui me tient à cœur. Moi, c'est un peu comme un Olympia, quoi. Votre golf draw. Oui, parce que j'ai débuté en 78 en première partie de téléphone. J'ai joué à diverses reprises régulièrement jusqu'à maintenant, quoi. Et donc cette salle va fermer. Et c'est vrai que c'est avec un petit peu de nostalgie, un pincement au cœur. Chris Evans, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir dans Mes meilleures années. On vous souhaite bonne route, bon vent et plein de chansons. Merci pour ce moment de bonheur, j'allais dire, et puis de joie. On termine avec l'hymne à Johnny et on se retrouve, nous, la semaine prochaine à midi le samedi. À vous. Au revoir. Bientôt. Moi j'ai le micro rouge. Le vert, c'est pour les sportifs. Ah ouais. Si, mais le maire il est bien sportif. En le vert. En compétition. Et l'un dit à l'autre, écoute, combien de femmes, et comme cette année à Cannes, globalement, les animaux, une femme, tous ces champions. Samedi dernier, a fait monter 82 femmes sur les marches installées. Tout devrait dire réalisatrice. C'est comme à Cannes. Dans les films, alors non pas forcément en compétition, parce qu'on ne entend pas forcément ces films en compétition, c'est plutôt moi du collège. Cinérama. Difficile d'établir une alors, à travers les 5 films vus dans le cadre d'un certain regard, on pourrait... Micro, ça va peut-être un petit peu compliqué, mais... Alors, je vais vous faire ça très protocolaire au départ, bien évidemment. Monsieur le maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau, Madame Alexandra Ribeiro-Custudio, conseillère départementale du canton, qui représente aujourd'hui Georges Gibler, qui n'a pas pu venir, et adjointe au maire donc, de Saint-Étienne, Madame Cécile Kuckerman, sénatrice de la Loire, Monsieur Jean-Michel Miss, député de la 2e circonscription, Mesdames et Messieurs les élus, parlementaires et locaux, responsables associatifs, auditeurs, auditrices, animateurs, animatrices de l'Or FM, ainsi que les membres du conseil d'administration donc, qui sont présents autour de Margio Minacori, le président de la radio. Et puis, amis de notre radio, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue. Je suis en effet très heureux, en tant que directeur d'antenne de l'Or FM aujourd'hui, de vous accueillir dans nos nouveaux locaux, mis à disposition par la ville de Saint-Étienne, que je remercie à nouveau, monsieur le maire, et que nous allons pouvoir visiter tout à l'heure. Alors, il y en a déjà pas mal qui ont pu, mais on avait des invités de dernière minute qui étaient un tout petit peu en retard, donc on a fait une petite visite des locaux en préventif, et notamment avec Marc Chassot-Bénier, qui finalement a pu se libérer, qui est l'adjoint à la culture de la ville de Saint-Étienne. Ah ben, il est juste à côté, désolé. Il y a monsieur Jean-Jacques Pozon également, qui est derrière nous, qui est référent du quartier, merci, de la Cotonne, Montferré. Alors en fait, aujourd'hui, l'Or FM, on fête l'inauguration des nouveaux locaux, mais surtout on fête les 30 ans de la radio. 30 ans au service d'un projet radiophonique associatif et citoyen de proximité. L'Or FM, c'est en effet 100% Saint-Étienne et 100% ligérien, avec une trentaine de bénévoles actifs que j'ai l'honneur aujourd'hui de fédérer.
Notre radio est aujourd'hui très impliquée dans la vie citoyenne de ce beau quartier stéphanois de la Cotonne de Montferré. Elle y est installée depuis 2002 et ces nouveaux studios donc, nous permettent aujourd'hui d'être encore plus au cœur d'un riche tissu associatif sur le site avec entre autres la Maison de la Nature, la Frapna. Il y a également la compagnie Diptyque qui se trouve juste en dessous, compagnie de danse hip-hop, Autisme Loire ou encore par exemple le club de bridge Lame. Et le club de bridge Lame, je voudrais particulièrement le remercier aujourd'hui, notamment son président, Jean-Claude Boyer. Où est-il ? Il doit être par là. Jean-Claude Boyer, je veux carrément le remercier parce qu'en fait, ils nous ont bien épaulés pour cette inauguration et notamment donc, pour le verre de l'amitié que nous partagerons ensemble tout à l'heure. Pour l'avenir, en fait, je vous invite vraiment à utiliser Loire FM encore davantage puisque son slogan est « La radio qui vous donne la parole ». Je remercie enfin tous nos partenaires financiers, les villes de Saint-Étienne, Firminy, Saint-Chamond, Laricamarie, Unieux et Roche-la-Molière. N'oublions pas non plus Montbrison et Roanne, qui devraient prochainement nous rejoindre. Citons également le conseil départemental. Alors maintenant, on dit même, je parle sous la responsabilité de Stéphane Butny, on dit même le département. On remercie également le commissariat général à l'égalité des territoires via la politique de la ville, le ministère de la Culture via le fonds de soutien à l'expression radiophonique et puis la région Rhône-Alpes-Auvergne pour son aide donc à l'équipement et à l'investissement des radios associatives de catégorie A. Alors maintenant je vais passer respectivement la parole à Gaël Perdaillon, donc maire de Saint-Étienne, Alexandra Ribeiro Studio, conseillère départementale, Cécile Kugerman, sénatrice de la Loire, et Jean-Michel Miss, le député de la 2e circonscription, où est installée Loire FM. Une nouvelle fois, donc, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, parce qu'en fait, ici, vous êtes chez vous. Voilà, c'est les derniers petits problèmes techniques. Monsieur le maire, si vous voulez bien... Madame la sénatrice, monsieur le député, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, chers collègues du conseil municipal, monsieur le président de la radio, monsieur le directeur d'antenne, Chivil Bory, mesdames et messieurs les bénévoles de la radio, mesdames, messieurs les voisins, associations voisines de Loire FM, mesdames et messieurs, écoutez, je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin pour ce double événement, comme l'a dit Philippe il y a un instant. D'abord le 30e anniversaire de la radio, j'y reviendrai, mais aussi l'installation, l'inauguration dans ces nouveaux locaux. Ça fait maintenant quelques années que Loire FM suggère à la ville de nouvelles possibilités de travail. D'abord parce que les locaux anciens étaient devenus vétustes, peu adaptés à l'activité d'aujourd'hui, qui méritaient des investissements importants, et puis surtout qu'ils occasionnaient un loyer annuel qui faisait supporter des charges qui, évidemment, pour une association, ne pouvaient pas se retrouver dans l'action, qui est quand même, Monsieur le Président, le cœur de votre vocation. Et donc, grâce aux collègues qui m'accompagnent aujourd'hui, nous avons trouvé cette solution qui a tout de suite obtenu l'assentiment de l'association, notamment de son directeur d'antenne. C'est normal, vu le nombre d'heures qu'il y passe chaque journée. Il était très attentif aux conditions de travail qui, je dois le dire, oui, vous aussi, madame la sénatrice, les conditions de travail, c'est important, le bien-être des salariés, tout ça. Et donc, il faut reconnaître que, je pense qu'il ne s'attendait pas d'ailleurs à avoir une vue aussi magnifique. Hein. J'espère, Monsieur le Président, qu'il est toujours aussi assidu à son travail pour autant, qu'il n'a pas le nez en l'air, hein, parce que c'est vrai que le cadre est magnifique. Et puis, ça a permis également, en aménageant, en rénovant complètement le local, puisque la ville de Saint-Étienne a investi 25 000 € pour aménager le local en véritable studio de radio, permettre également de faire une économie de 5 000 € par an sur le fonctionnement, notamment au travers des loyers, offrir là un outil de travail qui est moderne, qui est agréable, qui est clair, qui permet d'accueillir vos invités. L'ensemble des bénévoles, ils sont plus d'une soixantaine, et c'est évidemment très important aussi que toutes ces personnes qui viennent donner de leur temps passent un bon moment quand ils viennent à la radio, et l'environnement forcément en fait partie.
Et puis Loire FM, c'est, Philippe l'a dit dans son allocution, une radio à laquelle je tiens énormément. D'abord parce que c'est peut-être la première, mais certainement la dernière radio locale. Et j'y suis très attaché, 100% stéphanoise. Nous avons, je vois des hochements de tête, nous avons des radios qui font des décrochés locaux, mais des associations qui passent du temps aux côtés de Stéphanois, sans attendre forcément de pages publicitaires ou de retour sur investissement. Je crois pouvoir dire que, sans contestation, vous êtes la seule. Je dois pouvoir dire aussi que vous faites partie des fidèles journalistes du conseil municipal, d'un bout à l'autre. Il y en a parfois qui jettent l'éponge avant la fin du dernier dossier, mais jamais Philippe Bory. Et puis il a toujours une question à poser, même quand c'est 23 heures, sur tel ou tel dossier, pour y voir plus clair. Et c'est important également parce que, je le rappelle, vous êtes la seule radio à diffuser le contenu des séances du conseil municipal et donc à donner une information un peu différente à l'ensemble de nos concitoyens. Et puis la présence dans le quartier de la Cotonne, ça faisait partie des choses auxquelles nous tenions, vous comme nous, au moment du déménagement, du changement de lieu. Parce qu'effectivement, et ce n'est pas Jean-Jacques Pozon ou Alexandra Cusselot qui diront le contraire, c'est un quartier sur lequel nous travaillons beaucoup dans les investissements publics, dans les aménagements, avec les bailleurs sociaux, avec les copropriétés. Et donc tous les acteurs du quartier, et Loire FM de manière historique, eh bien, sont importants pour le quotidien des habitants. Et puis c'est vrai également que j'ai un attachement particulier, j'allais dire radio locale, mais j'aurais pu dire à la radio libre, en parlant vieille... France un peu, parce que, mais on les a vus naître, et c'est pas simplement parce que pendant un certain nombre d'années j'ai partagé cette passion, cher Philippe, du micro et de l'antenne. Mais je vous ai promis que quand je prendrai ma retraite, je consacrerai un peu de mon temps libre à la radio si vous voulez toujours de moi, parce que c'est une passion qui, je crois, une fois qu'elle est chevillée au corps, ne disparaît pas facilement. Et puis vous remercier et remercier, Monsieur le Président, l'ensemble des bénévoles qui, aux côtés du directeur, chaque jour, eh bien, font vivre des programmes, font vivre la vie également de nos quartiers, de nos communes, parce que j'ai bien compris qu'il n'y avait pas que Saint-Étienne qui participait au fonctionnement, et donc c'est à l'ensemble de la Loire finalement que vous vous adressez, parce qu'encore une fois, les angles de vue, les partis pris qui sont retenus pour les émissions. Et je me souviens d'avoir fêté avec vous l'anniversaire notamment de l'émission franco-portugaise sur vos antennes depuis 30 ans. Mais ça montre que cet attachement de quartier, c'est aussi un attachement qui est beaucoup plus ancré dans l'histoire finalement de Saint-Étienne, et que le temps que vous consacrez à ce lien social, aujourd'hui vous êtes les seuls à le faire, et c'est la raison pour laquelle la ville de Saint-Étienne continuera à vous soutenir comme elle le fait depuis maintenant de nombreuses années. Donc bienvenue ici dans ces nouveaux locaux, on compte sur vous pour bien les entretenir, pour qu'ils restent neufs très longtemps.